Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur cette table ronde consacrée au recyclage et à la valorisation des déchets textiles pour un potentiel de circularité, donc de développer l'économie circulaire. Cet événement, c'est donc la troisième table ronde qui est organisée dans le cadre de Demain le textile au fil de l'économie circulaire, une semaine dont c'est la cinquième édition, qui est co-organisée par Unitex qui est l'instance représentative des industriels de la filière du textile, par Tectera, qui est le pôle de compétitivité du textile également, le CIRID, qui est le Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable, et également le campus des métiers et de qualification textile. Donc tous ces partenaires se sont réunis sur cet événement. Je disais, donc c'est la cinquième édition. Cet événement, il regroupe au-delà des tables rondes un hackathon, donc un challenge étudiant, également des rendez-vous d'affaires. Et l'objectif de ces trois dispositifs est évidemment de favoriser les échanges, les retours d'expérience entre toutes les parties prenantes pour développer l'économie circulaire, favoriser donc les échanges. C'est exactement donc ce que nous allons faire aujourd'hui avec vous toutes et tous qui êtes autour de la table et en visio avec nous. Je vais tous vous présenter. Donc Léa Barelli, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet chez Butex. Virginie Bell, vous êtes chef de projet textile 360 chez Tremplin. Bonjour. Issam Chaouki, qui est chargé de projet innovation chez Tectera. Juliette Jopitre, qui est chef de projet innovation également chez Tectera. Et enfin, puisque Tectera est bien représenté aujourd'hui, il faut bien l'avouer, Julie Rafton, vous êtes directrice du développement international et donc toujours chez Tectera. Et nous sommes également accompagnés en ligne de Isabelle Vaillant du pôle environnement et services publics de la collectivité Grenoble-Alpes Métropole. Je ne sais pas si vous êtes bien là, Isabelle. Alors pour l'instant, Isabelle n'est pas avec nous, mais elle va nous rejoindre. C'est les petits aléas du technique. En tout état de cause, donc je disais, nous sommes là pour une table ronde d'1 heure et demie, donc consacrée au recyclage et la valorisation des textiles. Avec vous toutes et tous, donc nous allons voir comment est-ce qu'on peut transformer ces déchets en nouvelles ressources, voir dans la lignée des obligations en matière de tri de déchets textiles, les perspectives qui sont offertes par l'accord régional en faveur de l'économie circulaire, comment est-ce qu'on peut créer des boucles locales, si possible, d'économie circulaire. Donc, nous allons voir avec vous des retours d'expérience concrets, voir les études qui sont menées pour favoriser effectivement ces accords entre différentes parties prenantes. Et pour avoir tout de suite un ancrage, on va dire, concret, donc un exemple clairement d'économie circulaire développée au sein d'une industrie. Donc Léa Barelli, je le disais, vous êtes chef de projet chez Butex. Déjà, si vous pouvez vous représenter Butex, vous êtes, je crois, la filiale d'un groupe qui œuvre plutôt dans le domaine du bâtiment. Donc là, on va dire bâtiment, textile, quel est le lien? Et justement, effectivement, vous allez trouver un moyen de valoriser les déchets textiles au sein de votre activité. Tout à fait. Alors, Butex Industries, c'est une entreprise assez ancienne puisqu'elle a été créée en 1895 à Cours-la-Ville, donc en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout simplement parce qu'on avait un bassin textile très important avec les entreprises qui faisaient de la maille et du tissage. Et à l'époque, ils effilochaient notamment pour l'industrie de la serpillière. Dans les années 2010, on avait la 6e génération à la tête de l'entreprise, donc Monsieur Buisson Jean-Pierre, qui s'est dit on va revaloriser cette fibre effilochée pour la réintégrer dans un produit fini. Et là, on va avoir le début de l'activité isolation. En 2023, comme vous l'avez dit, le groupe Sema a racheté Butex à 100%. Et c'était un rachat, on va dire, pour compléter la gamme, puisque Sema, le groupe de BTP, vous l'avez cité, fournit le plaquiste, donc les profils, les bandes à joints, etc. Donc ça avait du sens d'ajouter une activité isolation avec Butex, puisque ça complétait le bon de commande en fait du plaquiste. Donc au niveau des produits, ils sont totalement issus de la circularité puisqu'on approvisionne des textiles en fin de vie qui soient issus de la post-consommation avec Tremplin par exemple, ou de flux post-industriels. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va venir effilocher ces fibres, donc les déchiqueter, c'est ce qu'on voit en image 2. Et ensuite, par thermoliaison, on va venir créer des panneaux comme ceci, isolants, qui sont des fibres agglomérées qu'ensuite nos partenaires vont pouvoir poser dans les bâtiments. Donc concrètement, l'idée, c'est de remplacer les panneaux isolants traditionnels en laine de roche
par ce genre donc de matériaux issus du recyclage. Tout à fait, là, on est sur des matériaux bio et éco-sourcés. Donc, on est totalement dans le scope de la RE 2020 et des pressions réglementaires du bâtiment qui arrivent. Et effectivement, le concurrent, c'est le marché historique de la laine de verre et des laines minérales. L'objectif, en fait, pour Butex, c'est donc pour le groupe de bâtiments qui vous détient, enfin, qui détient Butex, plus exactement, quel est-il? Alors, l'objectif, c'est, on va dire, de répondre aux ambitions de la vision de Semain, qui est de devenir un acteur impactant et responsable d'un habitat durable. Donc, on a une politique RSE très, très forte, très ancrée, qui est très éloignée du greenwashing. On a des gammes éco et biosourcées aussi chez Semain en enduit. Donc, ça, on est les premiers à créer ce genre de produit. Et tout ça, on a un moteur qui est Caroline Semain, la PDG actuelle de l'entreprise, qui pousse pour tous ces développements. C'est une vraie conviction plutôt qu'un business. Ça fait combien de temps que vous développez ce produit? Alors ça, le cotton wool, ça va être depuis, comme on l'a annoncé, 2010 à peu près. D'accord. Et en termes de tonnage, ça donne quoi? Aujourd'hui, c'est en phase industrielle ou c'est encore en phase exploratoire? Tout à fait, ça a été très rapidement en phase industrielle avec donc l'expertise Butex de Jean-Pierre Buisson. On a 2 produits actuellement issus du recyclage. On a un produit blanc, c'est l'iso-végétal, et ce produit donc est en coton multicolore, plutôt issu des déchets post-consommation mélangés. Et on est sur des volumes tout à fait industriels avec des lignes qui peuvent traiter jusqu'à une vingtaine de tonnes par jour. En termes de normes, qu'est-ce que ça donne? Parce que le bâtiment est très normé, souvent il y a des DTU, vous êtes conforme, vous respectez, vous avez un avis CSTB, enfin, Centre scientifique et technique du bâtiment. En termes d'inflabilité, pas de question non plus. Non, pas de question, tout ça c'est géré. On a un laboratoire R&D et donc de toute manière, quand on a un produit BTP sur le marché, on a effectivement des certifications en amont. On prouve que le produit est conforme, qu'il n'est pas nocif, qu'il n'est pas inflammable selon les usages. Et ça, c'est un travail qui se fait dans l'année avant le lancement pour être conforme aux normes du marché. Et est-ce que Butex a été soutenu par les pouvoirs publics, notamment par l'ADEME, par exemple, pour pouvoir développer ce genre de produit? Oui, alors l'ADEME, il y a quelques années, il y avait une subvention sur une ligne. Et puis là, cette semaine, on a eu la chance d'être lauréat pour un nouveau projet dont on pourra parler après. Donc l'ADEME est très engagée. On trouve que les pouvoirs publics, c'est des questions qui sont dans leur scope. Donc c'est assez intéressant parce que on va dire qu'il y a quelques années, c'était des activités, le recyclage un peu en marge. On traitait les déchets et puis maintenant, on a plutôt le vent en poupe. Et c'est bien parce que c'est pour un avenir plus durable. Alors effectivement, c'est un projet intéressant, enfin même plus qu'un projet, un produit intéressant. En termes de coût, qu'est-ce que ça donne quand on est maître d'ouvrage, le fait d'utiliser ce type d'isolant qui est sourcé à partir de déchets textiles? Est-ce que c'est plus intéressant? Est-ce que c'est plus cher? Comment ça se passe d'un point de vue économique? Alors, d'un point de vue économique, à l'achat, on va être à peu près 20% plus cher. Et ça, c'est un peu la problématique qui a été déjà évoquée lors de la table ronde de mercredi. On s'attend à ce qu'un produit recyclé soit moins cher. Ouais. Mais non, parce qu'il y a des étapes. Il faut rémunérer, par exemple, la collecte et le tri de tremplin, nous, l'énergie utilisée, les machines, les postes. Et du coup, on va être 20% plus cher que les laines minérales. Et ça, c'est un peu une problématique parce que ça peut être un frein à l'achat. Malgré tout, sur le long terme, on a un produit qui se dégrade moins, qui est plus durable et qui a un bon déphasage, c'est-à-dire un bon confort été-hiver. Donc, sur l'énergie, sur la consommation, c'est un véritable atout. Mais au niveau de l'acte d'achat, souvent, on va s'arrêter au prix court terme, à l'impact court terme. Alors, tout à l'heure, vous évoquiez la RE 2020. Pour revenir sur les propriétés, ou en tout cas la manière dont est catégorisé ce type de produit, aujourd'hui, il est considéré comme biosourcé. Éco-sourcé. Éco-sourcé, ce qui est donc compatible RE 2020. Oui, tout à fait. Alors, vous dites éco-sourcé, pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, en fait, on a différents types de fibres textiles, ou est-ce qu'à la base, il y a un tri, une catégorisation assez poussée, en fait, des fibres que vous intégrez dans ce matériau? Parce que donc du coup on a du coton dedans, donc on peut se considérer comme bio. Après sur le marché on s'annonce plutôt comme éco-sourcé parce que bio et éco-sourcé c'est des termes souvent qui sont très flous. Donc là on était dans une démarche de labellisation pour des produits biosourcés qui est en cours.
Donc, on peut les appeler biosourcés, mais la catégorie privilégiée par le commercial, justement, ça va être éco-sourcé. D'accord, parce que ma question, c'était de savoir si finalement dedans, on n'a que du coton ou si on a aussi parfois des fibres synthétiques. On a aussi des fibres synthétiques, alors qui sont bien sûr mineures pour respecter les déclarations CSTB dont on parlait. C'est vraiment la fibre coton qui a cette propriété isolante, donc qui est majoritaire. Malgré tout, sur le tri, par exemple, de tremplin, on va avoir des coutures synthétiques sur des t-shirts coton. Donc, on a cette première problématique. Et la deuxième, c'est qu'on va venir adjoindre un liant, donc une fibre synthétique, qui va permettre de passer de la fibre à cet état de plaque par thermofixation. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci pour cet éclairage donc, sur ce matériau tout à fait intéressant. Donc, on a bien compris qu'en plus, il était porteur de perspective par rapport à la RE2020. Alors, la RE2020, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être rappeler rapidement ce dont il s'agit. C'est la nouvelle réglementation environnementale liée au bâtiment qui impose des normes en termes évidemment d'économie d'énergie, donc concrètement de capacité d'isolation, mais aussi désormais de sourcing. Concrètement, il ne s'agit plus désormais d'émettre des matériaux minéraux ou extraits des activités minières, mais au maximum d'intégrer des matériaux qui soient biosourcés ou issus du recyclage, comme c'est le cas actuellement. Alors, on a bien compris, puisque vous faisiez régulièrement appel à Virginie Bell de Tremplin, donc que vous travaillez ensemble. Tremplin, donc je rappellerai que c'est une association qui œuvre pour agir contre l'exclusion. Donc, en quoi est-ce que l'économie circulaire constitue un socle pour asseoir votre action? Alors donc, déjà, je vais vous présenter un petit peu Tremplin peut-être. Ouais. Tremplin est une association qui a été créée en 1987, donc pour permettre à des gens de se mettre à l'abri et de trouver un peu de chaleur et un toit. Et ensuite, l'association s'est énormément développée, notamment sur le modèle des chiffonniers en collectant du textile et donc en créant les premiers modèles de magasins de friperie. Et donc, maintenant, c'est une grosse association qui a 450 salariés et donc qui se développe au niveau de cette économie circulaire sur le textile, du coup sur le textile collectif. Alors, comment est-ce que vous développez sur l'économie circulaire et a fortiori sur celle du textile? Alors, donc, Tremplin a à peu près 180 points de collecte sur le département de l'Ain et collecte environ 1000 tonnes par an. Et donc, il a développé sur ces 2 centres de tri un modèle qui va vraiment prioriser le réemploi local. Donc, on a 2 boutiques sur Bourg-en-Bresse, une boutique sur Amberieu et 500 mètres carrés qui vont ouvert en début d'année sur Lyon. Donc, avec différents modèles de tri pour pouvoir optimiser la revente de seconde main. Ensuite, se poser la question de ce reste, en fait, reste à charge, on va dire, de déchets textiles. Et donc, le modèle était basé, comme tous les collecteurs, sur l'export, en fait, donc la revente directe et l'export. Et Tremplin a souhaité, fin 2022, changer de paradigme et essayer de travailler sur un nouveau modèle pour pouvoir retraiter localement l'entièreté de son gisement. Et donc, le projet s'appelle Textile 360. Il a été conventionné avec le territoire, donc avec Grand Bourg Agglomération. Et l'idée, c'est d'ici 2025, de pouvoir avoir trouvé des débouchés, d'avoir bien caractérisé le gisement et d'avoir trouvé des débouchés pour toutes les familles de textiles qui ont été collectées. Et donc, voilà pourquoi on travaille vraiment très étroitement avec Butex. Alors, c'est intéressant parce que dans ce que vous dites, on comprend bien qu'au-delà de la question du recyclage, il y a la question derrière de l'exutoire, du débouché effectivement des matières, parce que c'est bien de les collecter, encore faut-il savoir quoi en faire. Donc, on a bien compris revente, export, recyclage désormais, donc notamment au sein des plaques d'isolant, rappelez-moi le nom? Cotton wool, voilà. Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner par rapport à la proportion aujourd'hui justement de ce qui est revente, export, recyclage? Alors, juste aussi pour préciser, donc c'est que en fait l'export fait qu'on a externalisé quelque part la gestion des déchets textiles en France. Oui. Et donc ça, c'était aussi important pour Tremplin d'avoir une responsabilité sociale, certes, puisqu'on sait les dégâts que ça peut causer par ailleurs, et environnementale. Donc voilà, c'est juste cette petite Oui, tout à fait. Oui. Ensuite, en termes de chiffres, donc on a fait une projection sur 3 ans, donc 2023, 2024, 2025. Le recyclage a commencé 2023, en fait, en s'appuyant sur la plus grosse famille de textiles qui est le coton, et donc en tissant ce lien avec Butex pour pouvoir, pour Butex sécuriser les gisements et pour nous avoir un exutoire qui soit stable, qui soit structurant pour le projet. Et donc, on a commencé, donc au niveau des chiffres, on vise entre 20 et 25% de réemploi.
donc en allant crescendo du coup de 2023 à 2025. Donc là, l'emploi, c'est tout ce qui est revente. C'est revente directe, D'accord. exclusivement dans les boutiques. Ok. Donc avec un tri qui a été vraiment affiné sur des modèles de boutiques existantes. Par exemple, dans le centre-ville, on est sur du haut de gamme. Donc dans le centre-ville de Bourg-en-Bresse, vous pourriez à peine voir que c'est une boutique de flip. Voilà, on essaye de travailler tous les modèles, toutes les gammes de textiles. Et donc l'idée, c'est de viser le 25% d'ici 2025, ou en ouvrant des surfaces de vente supplémentaires, ou en développant des partenariats. Concernant l'export, on partait de 60% d'export. On est descendu à moins de 39% en 2023. En 2024, on s'est donné pour objectif d'être à 20% et fin 2025, d'être à 0. Donc voilà, on se donnera une latitude peut-être de 10%. Ça va dépendre de la maturité aussi de partenaires qui vont arriver en 2025, qui sont déjà identifiés, mais dont le modèle en fait industriel, le modèle de production n'est pas encore fixé au niveau temporalité. Mais fin 2025, on devrait parvenir à avoir trouvé des débouchés pour l'entièreté des familles. Comment est-ce que vous collectez en fait les textiles derrière pour lesquels vous trouvez ce type d'exutoire alternatif finalement à l'export? Comment on collecte? Oui, comment est-ce que vous collectez? Tout simplement dans les bornes de collecte que tout le monde a dans sa ville ou son quartier, son village. Donc, c'est des bornes Tremplin. Donc, Tremplin est une association qui est locale. Hein. C'est pas comme les chaînes qu'on peut connaître par ailleurs. C'est vraiment localement sur l'Ain et sur la métropole de Lyon. Et donc, c'est des camions. Il y a un service transport. Hein, donc, toutes les différentes pôles de l'insertion par l'activité sont en insertion. Et donc, il y a des collectes qui sont faites pour aller collecter dans les points d'apport volontaires. Donc, vous collectez tout type de textile. Finalement, derrière, c'est vous qui séparez, qui catégorisez effectivement les différents types, les synthétiques, les naturels. Qu'est-ce que vous livrez finalement à Butex pour qu'il puisse derrière réintégrer dans son isolant? Alors, donc, on collecte, tout arrive au centre de tri 1, on le nomme comme ça. Donc, c'est là où il y a un gros écrémage en fait pour tout ce qui peut être réemployé. Et donc, on a commencé à travailler le coton parce que le coton pouvait être identifié manuellement quand les personnes sont au tapis. Donc, le convoyeur qui passe, oui. On peut reconnaître le coton et on peut déjà l'isoler des déchets, du gisement de déchets textiles. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu travailler avec Butex au départ. Donc, ça, c'était assez facile. Le deuxième gisement sur lequel on a pu travailler, et puis vous verrez dans la slide toutes les différentes boucles qu'on a pu mettre en place, c'était la chaussure. C'était facile de pouvoir l'identifier. C'est aussi une grosse famille. Et là, on était ensuite face à un mur, un obstacle, parce qu'on ne sait pas reconnaître les matières. On a essayé de lire les étiquettes, c'est impossible. Et heureusement, quand on a commencé le projet, en avril 2023, Refashion a sorti une caractérisation très précise des déchets textiles. Donc, Refashion, on précisera que c'est l'éco-organisme en charge des textiles et chaussures. Oui, et voilà. Linge de maison. Et linge de maison, c'est ça. Et donc, ils ont sorti deux précieux documents. Un pour caractériser les gisements et le deuxième, c'était une veille technologique sur les outils qui pouvaient être employés pour lire ces gisements, lire ces matières. Donc, on a pu savoir comment travailler le gisement avec les différentes familles. Donc, on savait que la troisième famille, c'était le polyester, qui représente à peu près un peu plus de 10% du gisement. Et donc, on a fait un premier appel à projet avec l'ADEME, donc effectivement, qui est vraiment un partenaire sur ce travail de déchets textiles. Et on a pu équiper le centre de tri de scan matière. Ce qui fait qu'on a 5 scans matière pour pouvoir, en fait, vous passez le vêtement sur une lumière, en infrarouge, en fait, ouais. Et ça va vous permettre de vous dire, rayon X plutôt, non? Comment? Rayon X plutôt. Donc, infrarouge. Ah, c'est infrarouge, ouais, d'accord. Ok. Mais si vous voulez, vous pouvez essayer les rayons. Non, je pose la question, parce qu'infrarouge, pour moi, c'est la chaleur. Donc, c'est pour ça que je me posais la question. D'accord, oui, il y a une spectrométrie, en fait, qui se fait comme ça. Ok. Et donc, il va vous dire, voilà, ce pull, c'est 75% polyester, 25% coton. Et là, on va pouvoir trouver un partenaire pour pouvoir travailler sur ces gisements-là. D'accord. Et alors, du coup, aujourd'hui, c'est... Donc, Tremplin, vous êtes finalement fournisseur de matière pour Butex. Oui. J'imagine que pour vous, Léa, c'est important d'avoir un partenaire sur lequel vous pouvez avoir des matières en quantité suffisante et en qualité suffisamment stable dans le temps. C'est, j'imagine, un facteur clé pour avoir un produit derrière dont le prix est maîtrisé. Oui, tout à fait, le prix et la qualité, parce qu'on a une standardisation des fibres qui doivent être plus ou moins homogènes. Et quand on a un nouveau fournisseur, on procède toujours par essai de l'eau industrielle de 1 tonne minimum.
Et avec Tremplin, ça a tout de suite matché. On avait des visions assez communes aussi pour l'avenir de la filière des textiles en fin de vie. Et du coup, on s'est dit, devenons partenaires privilégiés. Et effectivement, comme l'évoquait Virginie, ça sécurise pour les deux entités et un exutoire et des matières très locales pour Butex. Effectivement, alors local, vous le disiez, combien de kilomètres séparent vos sites? Merci pour l'accueil. Du coup, environ, je demande 120. Oui, ça doit être 1h30. On est vraiment effectivement sur une boucle locale. Vous disiez donc qu'il y avait quelque part une nouveauté, c'est effectivement donc le fait que vous soyez soutenu par l'ADEME. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus? C'est les fameux outils de caractérisation que vous évoquiez? Alors en fait, il y en a. On peut. Je vais peut-être avant ça, on va peut-être repartir juste sur la slide, la deuxième slide de Tremplin, juste. Voilà, celle d'après. Voilà, c'est celle-ci. Donc juste pour vous parler un petit peu des boucles et notamment la boucle qui a été mise en place avec Butex. L'idée pour Tremplin, donc, c'est d'essayer de trouver un nouveau modèle et donc de créer des boucles, d'accompagner des boucles le plus loin possible, et ce qui crée en fait un partenariat solide aussi avec les partenaires. Et donc pour Butex, on a fait évaluer le cotton wool par le programme Mon Cap Énergie. Et donc eux, ils le qualifient de biosourcé, mais c'est vrai que éco-sourcé, biosourcé, voilà, on ne sait pas toujours. Et donc, le cotton wool a été très bien caractérisé, notamment, comme le disait Léa, en confort d'été et en confort d'hiver, donc ce qui est intéressant actuellement. Et donc, maintenant, au niveau local, vous pouvez avoir une bonification si vous utilisez le cotton wool, puisqu'il est agréé. Il est maintenant non plus agréé pour le territoire de Bourg, mais pour les départements et au niveau national, en fait. Quand vous dites une bonification, c'est de quel type s'agit-il? Eh bien, c'est dans le cadre de France Rénov'. Donc, en fait, si vous utilisez un isolant biosourcé, vous pouvez avoir une bonification. D'accord. Donc, du coup, que ce soit les particuliers ou les collectivités, s'ils utilisent le cotton wool, ils peuvent être aidés dans ce choix. Et ensuite, on a fait, Covetech, qui est une filiale de Tremplin, a pu être formée à la pose du cotton wool, et donc maintenant est agréé poseur pour des particuliers ou pour des collectivités, ce qui permet en fait d'ouvrir des marchés publics aussi au niveau territorial, et donc permet à Covetech de pouvoir être poseur et agréé cotton wool. Donc du coup, ça accompagne aussi la chaîne de valeur du déchet quelque part. Et on ne s'arrête pas à l'isolant, on essaye de vraiment travailler main dans la main. D'aller le plus loin possible. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions qui s'accumulent dans le chat. Il y en a notamment une à laquelle on a déjà répondu, qui était d'où viennent essentiellement les matières que vous recyclez. Donc ça, vous y avez effectivement répondu, collecte dans des bennes sur le territoire. Est-il possible de déposer dans ces bennes de collecte des vêtements abîmés et des petites chutes de tissu? La personne, donc Florence Blal, pense notamment aux chutes générées dans les écoles de design, où nous, collectifs sans façon, intervenons. Alors, je ne sais pas quel est le volume effectivement dont il s'agit sortant des écoles de design, mais en gros, vous collectez tout type de contenu, tout type de textiles, quel que soit leur état. Alors, les bouts de tissu, je vais vous citer un exemple. En fait, on travaille avec les tapissiers, on teste des watts, mais du coup, on travaille aussi avec les tapissiers de la région Rhône-Alpes. Et puis bientôt avec le syndicat des tapissiers au niveau national. Pour cette raison, ils ont énormément de chutes de textiles. Donc l'idée, en fait, c'est de nous contacter et de trouver des solutions ensemble, si c'est possible. Mais mettre des bouts de tissu dans les bennes, pour nous, c'est vraiment du déchet pur. Et à caractériser des bouts de tissu à passer sur le fil de matière, c'est énormément de travail. Efficace. Donc en fait, le mieux, c'est qu'on puisse s'appeler. Donc c'est ce qu'on va faire avec les tapissiers. Ce qui fait que les tapissiers pourront pré-trier leurs chutes de coton, leurs chutes de polycoton ou leurs chutes de polyester. Et une fois que c'est pré-trié, c'est facile pour nous de pouvoir ensuite trouver des exutoires. Mais sinon, nous donner des chutes de tissu comme ça, non, c'est trop de travail. C'est vraiment un déchet quasiment. Donc, vaut mieux qu'on s'appelle et qu'on discute. D'accord. Et pour les vêtements abîmés, alors on préfère les vêtements en bon état, mais les vêtements abîmés, justement, peuvent aller après sur le cotton wool ou sur d'autres valorisations de matière. Abîmés, mais pas souillés ni humides. Parce que ça, c'est une grosse problématique où c'est du déchet ultime aussi.
parce que nous, pour le respect, que ce soit des trieurs chez Tremplin et nous, nos opérateurs Butex, on ne va pas utiliser ces matériaux souillés. On retrouve des fois des EPI plein de peinture, plein de plâtre, ça c'est pas possible. Ouais. Des t-shirts de sport pas lavés, qui sentent mauvais, qui ont moisi dans l'ébène, et ça contamine tous les gisements, donc ça c'est important de le préciser. Oui, un t-shirt troué, ok, un t-shirt sale, non. Ouais, on ne met pas n'importe quoi, effectivement, dans l'ébène, c'est bien de le rappeler. Alors, je vous ai coupé tout à l'heure, enfin, en tout cas, je vous ai interrompu, effectivement, puisque je vous avais interrogé sur la question de l'ADEME, le soutien qu'il vous apportait. Oui. Vous avez commencé, effectivement, à en parler, puis j'ai digressé sur une question, vous pouvez peut-être revenir dessus. Alors, donc, ce serait sur cette slide-là. Donc, comme je vous disais, donc, la première boucle vraiment très structurante, ça a été donc, de travailler sur le coton avec Léa et avec Butex. Ensuite, la deuxième, donc, c'était sur les chaussures. Donc là, on travaille avec The 8 Impact. Donc, on leur fait du tri de basket. Eux, leur modèle, c'est de pouvoir régénérer, en fait, à partir des semelles, de la matière première recyclée en caoutchouc. Mais ils ont aussi d'autres sous-produits issus de la basket et issus des semelles de basket. Donc là, ce que vous voyez, en fait, c'est de la pouzzolane qui est mélangée au caoutchouc de chaussures et pour créer des pistes cyclables ou des revêtements de cours de récréation, par exemple. Et là aussi, donc, en fait, The 8 Impact était à Roubaix, avait des lignes de R&D qui étaient un petit peu partout. Et là, vient de s'installer il y a 1 an déjà, à 4 km de Bourg-en-Bresse, donc à Saint-Rémy. Et donc, c'est la première ligne de démantèlement de chaussures privée, issue d'une entreprise privée en France. Et donc, on est très content de pouvoir travailler avec eux. Et l'idée aussi, c'est grâce à Grand Bourg Agglomération aussi qu'ils ont pu s'installer sur le territoire. Et l'idée, c'est de les aider aussi à pouvoir développer des pistes cyclables au niveau territorial. Et par exemple, ils font aussi de la sous-couche de parquet, de les mettre en relation avec les architectes, etc., les promoteurs, pour pouvoir promouvoir aussi leurs produits. Et donc, là où je vous disais, donc, on était à un mur, on ne pouvait plus caractériser la matière. Donc, grâce à l'ADEME, on a pu s'équiper de spectromètres. Et c'est comme ça qu'on a pu créer la troisième boucle de travail. Et donc, là, on est vraiment plusieurs partenaires. Donc, là, on teste le 100% polyester. Donc, essentiellement, c'est beaucoup de polaire qu'on va aller granuler à côté d'Épinal à Arches, chez Miovi. Ensuite, il va y avoir des tests de filature chez Infibre à Oyonnax, qui ont un savoir-faire sur le multifilament continu. Il y aura des tests de tricotage à Lyon. Et ensuite, l'idée, donc avec DMD qui fait du vêtement professionnel, c'est de concevoir une polaire qui pourrait être cousue dans les ateliers de couture de Tremplin. Et enfin, Semin pourra être l'acheteur final de cette collection qui sera 100% polyester et donc regranulable derrière. C'est-à-dire qu'en partant du déchet, on peut travailler aussi sur l'éco-conception puisque cette matière recyclée va être utilisée et pensée dans un vêtement qui sera recyclable derrière. Très bien. Ça repartira direct en granulation. Et le dernier, et donc là, on a eu le soutien de l'ADEME sur ce projet-là. Et là, donc au mois de septembre, on a eu le dernier soutien de l'ADEME, donc officiellement sur la dernière expérimentation en cours qui va commencer ce trimestre-là. Et donc, c'est sur de l'impression 3D grand format, de l'impression d'exception. Et donc, avec l'entreprise PIC, Post Industrial Craft, qui est à la Cité du Design de Saint-Étienne. Donc là, on va travailler sur 3 gisements, le polyester, le polyamide et le polycoton, regranulé aussi chez Miovi, qui va pouvoir monter aussi en compétence sur ces différents gisements, et ensuite faire des tests d'impression 3D avec Post Industrial Craft. Très bien. Donc, voilà. Pour fabriquer tout type d'équipement en Alors, 3D. Eux, ils sont vraiment dans de l'art, en fait, on peut dire, c'est vraiment de la pièce unique. Mais donc, on va travailler peut-être aussi, pourquoi pas, ils seraient intéressés pour travailler pour les logements sociaux qui sont mis à disposition aussi au sein de Tremplin. Là, par exemple, il y a un hôtel qui est en train d'être complètement refait pour accueillir des jeunes travailleurs. Il pourrait y avoir aussi des passerelles qui seraient faites. Et donc, sur cet appel à projet, on a eu le soutien de l'ADEME et on a aussi été labellisé par Textera. D'accord. Très bien. Merci à vous deux pour cet éclairage. Effectivement, le fait de travailler ensemble, développer une boucle d'économie circulaire. Je vais reprendre quelques questions dans le chat. Question de Mathilde Desfait. Bonjour, comment gérez-vous la séparation des composants comme les rivets, les boutons, les fermetures, etc. C'est une question pour Léa. Ah oui. Depuis tout récemment, depuis quelques mois, on a une ligne industrielle de délissage.
qui est une ligne de chez Ambritz Laroche, qui est un industriel qui a Pour aussi, donc local. Et cette ligne de délissage, elle a la particularité d'enlever tous ces composants s'ils sont inférieurs au diamètre d'une pièce de 2 euros. Donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir passer de l'étape coûteuse de délissage, parce que sinon, c'est des coûts qu'on ne pouvait pas abonder. Avant d'avoir cette ligne, on pouvait déjà travailler sur des lots qui n'étaient pas délissés, mais qui avaient des points durs plutôt non ferreux, non métalliques, puisque c'est ça qui provoque des départs de feu. Donc, par exemple, avec Tremplin, on pouvait avoir des chemises ou des points durs comme ça qui ne sont pas problématiques. Par exemple, les rivets de jeans, ça c'était vraiment problématique jusqu'alors. J'ai juste une petite question, excusez ma candeur. Le délissage, de quoi s'agit-il? Alors le délissage, c'est ce qu'évoque Madame Speth, c'est la séparation des composants comme les rivets, etc. D'accord, c'est ça qu'on appelle le délissage. Ouais. Ok, très bien, merci de cette précision. Autre question de Teresa de Oliveira, alors qui sera plutôt pour vous, Virginie. Est-ce que vous restez concentré sur les gisements de proximité ou sur la France tout entière? Est-ce que vous travaillez avec des entreprises pour des gisements de textiles auprès des professionnels ou uniquement issus de particuliers? Alors, pour l'instant, on travaille au niveau territorial. Et donc là, on va commencer de la collecte sur la métropole de Lyon aussi. Donc, ensuite, on est en train de travailler avec des entreprises dont l'annonce va se faire incessamment. Voilà, on est en train de finaliser on est en train de finaliser les modalités, en fait, parce que l'avantage qu'apporte ce projet Textile 360 et donc de plus en plus de structures, alors on va dire de structures de l'ESS, mais aussi d'entreprises. On a envie en fait de savoir, de pouvoir tracer les textiles. On a envie de savoir ce que ça devient. On a envie de pouvoir porter cette responsabilité justement sociale et environnementale dont on parlait. Et le projet, voilà, le permet. Donc d'ici 2025, puisque voilà, il faut le temps de la progression, mais en tout cas, oui, on va être amené à travailler et avec des entreprises sur le post-consumer, mais peut-être aussi sur d'autres gisements. Très bien. Voilà. Alors, avant qu'on continue le tour de table, juste une précision qui nous est demandée par Corinne Thienot. Quel est le nom de l'entreprise du design d'exception en impression 3D dont vous parliez à l'instant, Virginie? Alors, c'est Post Industrial Craft. Donc, vous avez voilà, le logo, le PIC, voilà, c'est ça, PIC. Donc, vous regardez PIC, impression 3D, ils sont à la Cité du Design à Saint-Étienne. Et du coup, voilà. Très bien. Et du coup, ça rebondit donc sur la troisième slide, donc on n'a pas eu le temps de voir. D'accord. Mais que je suis pas sûr qu'on la trouve en fait. Si, on l'a. C'est là. Voilà. D'accord. Du coup, qui poursuit au fond les différentes boucles. Donc voilà, c'était de ça dont on devait parler tout à l'heure. Du coup, on est repassé par Tremplin. D'accord. Et vous voulez apporter des précisions par rapport à cette slide? Oui, moi, je pense qu'on peut en parler. Eh bien, allez-y. On est là pour ça. Alors, du coup, avec toutes ces convictions, on va dire, communes et la problématique de la gestion de fin de vie et donc la responsabilité dont parlait Virginie, on s'est dit pourquoi pas faire quelque chose ensemble et pourquoi pas la preuve de concept qui va concrétiser la possibilité d'une gestion responsable sur le territoire avec Textile 360 et donc la création d'une entreprise commune entre Tremplin et Butex. Donc en fait, c'est vraiment une extension de ce que fait déjà Tremplin pour augmenter la collecte, massifier et surtrier pour le recyclage. Donc c'est pourquoi Butex est investi. Et du coup, on trouve que ça a du sens et que c'est assez vertueux parce qu'on est totalement complémentaires. Chacun va conserver ses savoir-faire, ses projets respectifs. Et l'impact global qu'on espère, c'est vraiment la définition de la circularité, donc des approvisionnements locaux, limiter les déchets, limiter les émissions de GES, et puis limiter aussi la dépendance aux matières vierges, telles que le coton qui demande de l'eau pour sa production. Voilà, donc on est ravis d'annoncer ça, qui est un projet soutenu par l'ADEME. Depuis récemment. Donc, l'ADEME va participer financièrement dans l'investissement machine. Donc, on est très contents. Eh bien, bravo et félicitations à vous pour cette belle réussite, effectivement, de création d'une boucle d'économie circulaire donc locale. On l'a bien compris, vous n'êtes pas éloigné, pas très éloigné, vous collectez des gisements sur votre territoire.
on sent effectivement que sur l'économie circulaire, il y a une très forte composante territoriale, et c'est tant mieux effectivement parce que notamment ça permet de limiter les transports, donc les émissions de gaz à effet de serre. Julie Rafton, vous êtes directrice développement et international chez Tectera. Alors comment est-ce que on arrive à catalyser ce type de boucle d'économie circulaire au niveau local? Comment est-ce que Tectera participe effectivement à activer ce genre de boucle, et comment est-ce que les pouvoirs publics aussi, je pense notamment à la région, s'organisent pour soutenir ce type d'initiative? Oui, alors bonjour à toutes et à tous, et bravo à Butex et Tremplin pour ces initiatives remarquables. Alors juste pour rappeler Tectera, peut-être pour les personnes qui ne connaîtraient pas, donc Tectera, c'est le pôle de compétitivité qui est dédié à la filière textile française, donc qui est basée à Écully. Et Tectera, on va dire, agit sur deux missions principales. Donc le pôle, on va dire, initie et porte différents types d'actions qui vont permettre de favoriser l'émergence de projets d'innovation. Et Tectera également accompagne le développement économique de la filière à travers encore différents types d'actions, et ainsi que son rayonnement. Donc on regroupe à peu près 280 adhérents, et on mène nos différentes actions selon une feuille de route technologique qu'on définit et qu'on déploie. Et dans cette feuille de route technologique, on a un axe très fort qui est celui d'économie circulaire et du recyclage. Donc, Tectera mène différents types d'actions pour arriver à œuvrer pour accompagner la filière textile vers une transition, on va dire, environnementale, vers des pratiques plus durables. Et parmi ces différentes actions, on a donc l'accord régional en faveur de l'économie circulaire pour la filière textile, que la région Auvergne-Rhône-Alpes a signé en début d'année, et qui a ce même objectif d'accompagner donc la filière vers cette transition. Alors cet accord est réuni, vous pouvez le voir à l'écran, donc il réunit donc trois acteurs majeurs. Unitex, donc, qui est l'organisation professionnelle textile de la région Auvergne-Rhône-Alpes, l'IFTH, qui est le centre technique industriel, qui est dédié à la filière textile et habillement, et donc Tectera, donc le pôle de compétitivité textile. Donc voilà, donc cet accord, c'est vraiment un engagement aussi des pouvoirs publics, comme vous le demandiez. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en région Auvergne-Rhône-Alpes, en fait, on a une très forte concentration. La filière textile est largement représentée, puisque la région est le premier bassin industriel sur la partie textile au niveau national en termes d'emploi. Et le textile fait partie des filières d'excellence que la région Auvergne-Rhône-Alpes a définies dans le cadre de son schéma régional. Donc vous avez 4 filières d'excellence en résumé dans la région. Les matériaux durables font partie de cette filière d'excellence, et au sein de ces filières d'excellence, le textile est considéré comme un secteur clé. Ceci étant dit, la région du coup met en place différents leviers d'intervention pour accompagner ces secteurs clés dans leur transition, et l'accord de filière en est un exemple. Voilà, donc après, vous pouvez voir ici les différents axes d'intervention. On a 4 axes majeurs. Le premier, c'est vraiment d'arriver à sensibiliser toute la filière, sensibiliser pour accompagner la filière dans cette transition. Donc, par exemple, l'événement qu'on organise cette semaine, Demain le textile, en fait totalement partie. C'est du partage d'expériences, c'est de la présentation d'initiatives. C'est vraiment arriver à sensibiliser tous les acteurs vers cette transition par des exemples aussi très concrets de projets qui sont soutenus et qui sont mis en œuvre. On a un deuxième axe qui est vraiment sur les gisements, donc on en parlait tout à l'heure. Dans notre cas, nous, l'axe qui est déployé, ce sont les gisements post-production, où l'objectif pour nous, ça va être d'identifier tous ces gisements post-production qui sont sur le territoire d'Auvergne-Rhône-Alpes, et d'arriver à massifier ces gisements en vue de trouver des solutions de valorisation. Donc voilà, les initiatives qu'on a entendues sont un exemple. Donc les gisements post-production, pour le coup, ce n'est pas les gisements dont on parlait tout à l'heure qui étaient non, là on est vraiment sur la partie post-production. Voilà, donc vraiment sortie d'industrie, les chutes, les chutes de production et les stocks dormants. Voilà, et donc là, Tectera a développé un outil qui va permettre de cartographier ces différents gisements post-production. Donc je laisserai Issam détailler l'outil. C'est un outil qui est gratuit, qui est déployé dans toutes les entreprises de la région dans cet objectif-là. Voilà, et ensuite on a deux autres axes. Un autre axe sur l'éco-conception. L'objectif, ça va être de former aussi, dans un objectif notamment de générer moins de chutes. Donc des formations donc, sur l'éco-conception. Donc on va nous-mêmes se former sur
sur cet aspect-là, en vue derrière de pouvoir sensibiliser et former les entreprises derrière. Et un dernier axe sur tout ce qui est sobriété énergétique, diminution des consommations énergétiques, hydriques, où là, l'objectif, ça va être de développer des solutions très concrètes dans les entreprises pour permettre d'avoir un peu plus de sobriété dans la filière. Très bien. Et cela donc avec le soutien de l'accord de filière, donc de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et après, on a également le soutien de la métropole de Lyon, particulièrement sur un axe très précis cette année, sur les voies de valorisation pour ces gisements post-production. Donc, on a aussi un travail qu'on met en œuvre avec les valorisateurs qui sont présents, mais au niveau national. Et l'objectif pour nous, ça va être, une fois qu'on a cartographié tous ces gisements de production, comme je le disais tout à l'heure, de trouver donc les voies de valorisation. Et pour cela, on organise un événement le 27 novembre dans les locaux de la métropole de Lyon pour justement faire se rencontrer les détenteurs de gisements industriels et les potentiels valorisateurs pour que, voilà, sous un format, on va dire, convention d'affaires avec des rencontres, des rencontres B2B, pour que derrière, ces différents acteurs puissent se parler et puissent collaborer sur des valorisations potentielles de ces gisements. Eh bien, merci pour cet éclairage. On a vu que ça commençait en décembre 2023, ça termine en juin 2026, c'est bien ça? C'est ça. Donc, 3 ans et demi, 2 ans et demi. 2 ans et demi. Et pendant ces 2 ans et demi, donc, toutes les actions qu'on va mener seront déployées sur les 4 axes que je vous ai cités pour que. Et voilà. Là, on en est à quel niveau, on va dire, de suivi? Vous êtes, il y a des indicateurs de suivi intermédiaires? Alors, on en est donc sur l'axe 1, sur la partie sensibilisation. Donc, je disais tout à l'heure, hein, l'événement qu'on a cette semaine, ça en fait totalement partie. Après, les partenaires de l'accord, si je prends le cas de Tectera, on œuvre au quotidien sur cette sensibilisation. Ça fait partie du métier du pôle. Donc, on organise différents types d'ateliers innovation. On a également un club qui est dédié au recyclage et à l'économie circulaire. Un club qui se réunit, on va dire 4 fois par an, qui réunit donc des industriels. Il peut y avoir donc des centres techniques, des laboratoires de recherche. Donc, l'objectif, voilà, que tout ce monde puisse se parler pour faire émerger des initiatives. Éviter de travailler en silo et créer des boucles d'économie circulaire. Voilà, donc sur la partie sensibilisation, on va dire que c'est un travail quotidien. Et après, sur la partie cartographie, donc on avait lancé ça déjà en 2023, avant l'accord de filière, dans l'objectif vraiment de tester notre outil. Donc, on a testé sur un échantillon d'une douzaine d'entreprises pour vraiment l'adapter, que l'outil soit facile à mettre en œuvre pour les industriels et que nous, derrière, on arrive aussi à pouvoir analyser ces données en vue, voilà, de massifier. Donc, cet outil qui a été l'outil pilote en 2023 est maintenant validé en 2024 et déployé depuis janvier au sein des entreprises de la région. En termes d'indicateurs, parce que vous parliez d'indicateurs, l'objectif pour nous, c'est d'arriver à sensibiliser 150 entreprises du territoire. Donc, pour l'instant, en termes de sensibilisation, on en a une soixantaine dans le cadre de ce qu'on déploie. Et après, on a d'ores et déjà des données qu'on a pu exploiter. Donc, ça, c'est ce qu'Issam va vous présenter dans un second temps. Très bien. Eh bien, effectivement, Issam, donc on veut bien que vous nous présenter cet outil. On a bien compris tout à l'heure que l'approvisionnement, quand il s'agit de réintégrer des matières, c'est essentiel pour pouvoir garantir une pérennité économique, sécuriser les gisements. Et j'imagine que c'est l'un des aspects sur lesquels travaille votre outil. Donc, le pourquoi de la chose, il est le même, c'est de pouvoir valoriser aujourd'hui ce qu'on a comme gisement, sauf qu'on se concentre plus sur des gisements qui sont invisibles pour le consommateur. Donc aujourd'hui, on sait tous qu'on a des grands gisements de produits fin de vie. Mais après, une grande partie qui est, en fait, en produisant un produit textile, ça génère des chutes. Et ces chutes-là, aujourd'hui, puisque la majorité de la production, elle est externalisée, on ne la voit pas. On voit pas. Donc, c'est une démarche plus ou moins de mesure, parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne peut pas mesurer. Il faut pouvoir objectiver, effectivement. Voilà. Donc, première chose, c'est de mesurer. Et deuxième chose, c'est d'anticiper. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de relocaliser et du Made in France. Ben, au moins, savoir, quand on va relocaliser, ben, on relocalise les problèmes avec. Et de pouvoir anticiper tout ça. Donc, effectivement, comme l'a très bien exprimé Julie, la démarche, on l'a lancée en phase expérimentale avec la métropole de Lyon. C'était bien avant début 2024, c'était au mois de juin 2023.
avec un petit échantillon de dizaines d'acteurs, et pas que des acteurs de filière, mais dans le comité de pilotage, il y avait aussi des acteurs de valorisation. Donc, Butex, par exemple, ils faisaient partie de ce comité de pilotage. Donc, tout simplement, la question, elle était simple. Vous, valorisateurs, il vous faut quoi comme information pour caractériser tel gisement? Et vous, et tel industriel, quel est le moyen le plus facile à donner ces informations? Parce qu'aujourd'hui, l'industriel, c'est pas sa priorité numéro un. Et en même temps, vu les quantités générées, on parle de trentaines de kilos, quarantaines de kilos par mois. Donc, vous avez bien compris que vu la capacité aujourd'hui, l'outil industriel, il est trop gros. Donc, vis-à-vis le valorisateur, c'est pas rentable pour lui d'aller chercher 30-40 kilos, surtout dans des coins très éloignés. C'est pas dans des métropoles. Donc voilà, et ça donne, ça en fait, demain, il y a aussi un potentiel de massifier. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si un acteur génère une petite quantité, il n'arrive pas à être important pour un valorisateur, ben de voir son voisin, son confrère. Et en fait, ça aussi, c'est un point important. Il faut que les acteurs du textile arrivent à travailler ensemble, même s'ils sont des concurrents, pour pouvoir valoriser tout ça. En fait, il y a des points où la filière textile, en fait, doit travailler ensemble et il faut du collaboratif pour que derrière, on crée des circuits courts et des voies de valorisation pour les chutes. Alors concrètement, là, on est toujours dans cette logique effectivement de parler, d'échange d'expériences, etc., de mutualisation. Concrètement, l'outil de cartographie aujourd'hui, il en est où? Comment est-ce que vous avez procédé pour le mettre au point? Okay. Donc au début, donc, comme je l'ai dit, donc, on a fait une sorte de grande, il y avait beaucoup d'informations à rassurer de l'industriel parce qu'en fait, il y avait tous les voies de valorisation. Donc mécanique, chimique, et il y a aussi un autre point, c'est pas que chute de production, mais stock dormant aussi. Donc il y avait aussi des acteurs qui travaillent sur les stocks dormants des filières. Donc, et là, en fait, on a essayé, vu qu'on a plus ou moins du recul sur le métier textile, ben, on a adapté l'outil au type de gisement. Ça veut dire on va avoir un outil spécifique pour ceux qui vont générer du fil, un outil spécifique pour la lisière, étoffe toute l'aise, etc. Donc, un acteur, par exemple, qui fait que du tissage, il va avoir que deux outils, un outil fil qui va générer des chutes sous forme de fil, des chutes sous forme de fausse lisière. Et derrière, on va pouvoir massifier de telle sorte que l'information soit facilement collectée à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, au premier niveau, on a besoin d'informations que pour la mise en relation. Après, il va y avoir une organisation derrière, comment l'acteur peut s'organiser pour trier, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est déjà à une trentaine d'acteurs, voire même une quarantaine, en 3 démarches. Donc, on fait un cadrage. Ça veut dire que déjà, on vérifie qu'on comprend l'activité et par rapport à ça, on envoie l'outil nécessaire et on vérifie bien qu'il est dans le cadre du projet. Des fois, ça veut dire qu'il est un acteur textile, le gisement, il doit être généré dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est important. Et aussi que ça soit quelque chose de pérenne. Donc voilà. Après, comment est-ce que les acteurs perçoivent le fait que vous les contactiez pour obtenir des informations sur ce qui pourrait constituer pour partie au moins du secret industriel, du secret commercial, économique. Ils ne perçoivent pas ça de manière trop intrusive. Vous parliez de fait de pouvoir mutualiser, de parler, d'échanger. Là, on arrive à la limite parfois de aussi ce que les gens veulent bien pouvoir partager, j'imagine. C'est vrai. Par contre, il faut savoir que la démarche, elle est volontaire. En fait, on voit après ceux qui s'inscrivent dans la démarche, ça veut dire ceux qui veulent. En fait, c'est une aide. Un acteur, un industriel textile, même si ce n'est pas la priorité, ben, les chutes, ça reste un parasite quand même. Et par contre, en termes de ressources chez lui, il n'a pas le temps pour voir qu'est-ce qu'il jette, qu'est-ce qu'il a comme qualité, tout ça. Donc nous, finalement, on offre du temps d'accompagnement pour lui. Donc c'est déjà pas mal. Le deuxième point, c'est que c'est confidentiel. Tout ce qu'on collecte, qu'on caractérise chez vous, ça vous appartient comme information. Nous, on est là pour vous accompagner à caractériser, quantifier. Pourquoi je mets le mot accompagnement? Parce que ce n'est pas si évident. En fait,
tout acteur textile ne va pas avoir l'information en fait. On va venir pour un deuxième rendez-vous chez lui, sur le terrain. Et ça, c'est important, c'est de diagnostiquer chez lui, de voir les sources des gisements et peut-être mettre en place une démarche pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, pour pouvoir que quantifier et sortir les taux de chute qui vont pouvoir nous donner le potentiel. Est-ce qu'on est sur 100 kg, 40, etc. Et le deuxième point qui est qualifié. Donc, la qualification des gisements, c'est de la composition, le titre pour le fil, le grammage. Donc, c'est plusieurs paramètres techniques de la matière. Et souvent, ils ont cette information-là. Ils savent très bien ce qu'ils produisent. Mais en termes de quantité qu'ils génèrent, comment ils s'organisent pour trier, c'est là où on va intervenir. Alors, on a une question très pragmatique de Steren Lored. Alors, désolé si j'écorche les noms, je crois qu'on n'a pas tous les accents. Qu'entendez-vous par des stocks dormants SVP? C'est vrai que bon, on en parle entre nous depuis tout à l'heure, les stocks dormants, mais ça ne parle pas forcément à tout le monde. Donc, un stock dormant, c'est un stock qu'on a acheté. Donc, soit une matière première qui est fil, tissu, donc toute forme de textile, qu'on a acheté, soit finalement, on n'a plus la commande. Donc, soit on a suracheté, ça c'est dû à un mauvais achat, ou peut-être que ce n'est pas conforme à un cahier de charge du client. Donc, je ne vais pas dire que la qualité est mauvaise, mais elle n'est pas conforme à un tel marché. Il peut que ça soit conforme à un autre marché. Donc, un stock dormant, c'est un stock que les gens vont générer des acteurs, et ça existe, soit pour un prise de risque, un achat pour une commande qui va après être annulée, soit un mauvais achat et une mauvaise qualité, ou une qualité non conforme par rapport aux besoins. Concrètement, c'est un produit neuf qui n'a pas trouvé c'est une matière première. Sa voie Exactement. normale. C'est une matière première qui a été achetée, mais elle n'a plus le marché en face. Et en fait, ça, c'est quelque chose qui existe chez les industriels. Et en fait, ça peut être dû à deux choses, soit un marché qui n'existe plus, soit un problème de qualité, soit peut-être à une surproduction. Des fois, ce qui est un peu rare. Alors, pour revenir sur la cartographie, vous évoquiez le fait que donc c'était confidentiel, que les données collectées étaient à disposition effectivement des personnes que vous alliez voir, des industriels que vous alliez voir, pour que eux-mêmes connaissent mieux effectivement leurs déchets, le volume effectivement de ce qu'ils produisent et finalement pouvoir agir dessus, donc objectiver comme on le disait. Néanmoins, et on l'a vu tout à l'heure, alors bon, dans le cas de Butex, effectivement, il y a un partenariat très proche qui s'est fait avec Tremplin et qui va peut-être même aller encore plus loin, effectivement, qui est bien parti pour aller plus loin. Mais ces données, à un moment, il faut aussi qu'elles soient partagées, justement, pour pouvoir trouver des exutoires aux matières. Alors là, comment ça se passe? C'est le deuxième étage de la fusée? Donc, le deuxième phase, c'est de l'accompagnement terrain pour vraiment quantifier. Et la troisième phase, c'est une mise en relation dans des événements avec des détecteurs de gisements. Donc, on est en train de cartographier les détenteurs de gisements sur la région. Et en même temps, on a une cartographie sur les valorisateurs, mais ça sur tout le territoire de France. Et après, il y a l'événement, par exemple, du 27 novembre, où on va mettre un événement pour la mise en relation de ces deux acteurs. Et c'est à l'acteur lui-même de partager les informations déjà caractérisées et qui vont déjà parler à un recycleur mécanique ou chimique ou autre. D'accord, donc là, l'objectif de Tectera, c'est le facilitateur, l'entremetteur, mais effectivement de laisser les relations se faire. Exactement, c'est un facilitateur pour l'industriel et aussi pour le valorisateur. On met l'environnement, on caractérise, on standardise tout ça, et derrière, on met l'environnement pour une mise en relation entre les deux. Après, il y a sur le projet, parce que ça fait partie quand même de deuxième axe du projet accord volontaire de filière, c'est qu'on a des données globaux aujourd'hui. Par exemple, là maintenant sur les trentaines d'acteurs, on sait déjà, par exemple, là, je vous partage juste les premiers chiffres. En termes d'empiècement, par exemple, qu'empiècement, on génère 25,3 tonnes par mois. Alors, empiècement, c'est comme les stocks dormants, je veux bien que vous disiez ce donc, empiècement, ça va être des chutes de coupe, des chutes de tissu. Quand on va couper un tissu et le transformer en produit fini, le reste, il est sous forme de chute. Et pour information, minimum 20%, le produit le plus responsable, on va jeter 20% de sa chute, qui n'est pas exploité. Oui. Et voire même des acteurs où on était vers plus que la moitié. C'est-à-dire une matière où on va exploiter, on va jeter plus que la moitié.
Et cette matière-là, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'elle est traitée, inifugée, elle est de la même qualité du produit fini. Donc, c'est là la réflexion, en fait, c'est pourquoi déjà on a fonctionnalisé tout et on n'a utilisé que 20%. Donc, il y a une anomalie quelque part dans le process, dans la techno existante. Donc, les marges d'innovation sur le textile, c'est énorme en termes de process, de techno et d'excellence opérationnelle. Et en fait, ça, ça génère des empiècements. Et en fait, sur les acteurs qu'on a cartographiés, donc on a empiècement en 1, ce qui est logique, parce qu'en fait, sur la chaîne de valeur du produit, de la matière première jusqu'au produit fini, là, on perd le plus de matière sur le niveau de découpe. Et donc, finalement, ça va être des empiècements, la partie 1, donc ce qui est logique. Le deuxième point, c'est le fil. Donc, on voit déjà 212 tonnes par mois de fil. Juste pour banaliser, 12 tonnes par mois de fil. Sur la moitié, c'est du polyester. Donc, 6 tonnes de fil 100% polyester dans les poubelles. Ce qui est pour traduire un peu, 18 000 polaires par mois. En fait, même pas 10% des acteurs de la filière textile de la région Auvergne-Rhône-Alpes jettent dans la poubelle que sur le fil. De quoi produire 18 000 polaires de quoi habiller les lycéens demain, peut-être avec le logo Auvergne-Rhône-Alpes et l'uniforme. Donc voilà. Donc le potentiel, il est énorme. Mais juste un autre point important, juste un éclairage. On est sur la première matière ici consommée, en fait, jusqu'à maintenant, c'est polyester. Principalement polyester. En deuxième position, on va trouver le polyamide, puis le coton. Pourquoi le bassin? Certes, c'est un bassin de textilien et souvent très orienté technique. Oui. Donc, les tissus, ça va être du tissu technique. Il y a du tissu problématique au niveau de recyclage, donc tissu enduit, mélange, etc., mais pas que. Il y a une grande partie de monomatière qui est jetée dans la poubelle et qui est la problématique, elle est plus logistique que technique pour le recyclage. Très bien. Merci à vous, Issam, pour ces éclairages, ces premiers chiffres. Je vous propose, comme on l'a fait un petit peu avant, de prendre des questions qui sont posées, notamment sur les fils. Alors, excusez-moi, sur le chat, c'est pas forcément évident d'aller rechercher les questions. En fait, c'est qu'elle se dérobe sous ma souris au moment même où d'autres en écrivent. Alors, les stocks dormants, on l'a vu. Avez-vous identifié un acteur capable de séparer les fins de bobines et des cônes? Les fins de bobines des cônes, pardon, excusez-moi. Les fins de bobines des cônes. Donc, on a des acteurs textiles eux-mêmes qui le font. En fait, chez eux, quand ils vont générer le fond de cône, finalement, ils vont séparer le fil du cône et il y a ceux qui ne le font pas. Il y a ceux qui, j'ai vu d'autres questions, il y a du cône sur carton, il y a du cône de plastique et il y a ceux qui, chez eux, et souvent ceux qui vont travailler sur la transformation fil, ils séparent le fil du cône et avec de l'aspiration. En fait. Il y a des outils d'aspiration où on va mettre les bouts du fil, on met un contre, on prend tous les fonds de cône qu'on a, une centaine par exemple, on les met dans le compte, on prend les bouts, on les met dans un tuyau d'aspiration et ça s'aspire. Donc donc ça sépare le cône. Exactement. Donc pas besoin vraiment d'un coup de tranchoir côté sécurité qui est pas bon, pas besoin d'une ressource du temps pour ça. Donc il y a ce qui est aussi bien sur cette cartographie, c'est qu'on arrive à voir des bonnes pratiques, à les faire partager entre les acteurs. Donc, séparer le fil du cône, aujourd'hui, on a vu pas mal de bonnes pratiques à utiliser sans perdre de temps et de le faire en temps masqué. On a une autre question sur les fils qui décidément intéresse pas mal de monde. C'est bien, ça veut dire qu'il y a des industriels qui écoutent, a priori, qui se sont concernés. Les fils sont-ils sur des cônes plastiques ou carton ou bien seuls sans support? En gros, comment est-ce qu'on arrive à gérer la diversité des différentes bobines? Aujourd'hui, majoritairement, ça part en dérivé. Ça part à la poubelle. Ça part dans la destruction. En fait, c'est vraiment rare les acteurs aujourd'hui qui valorisent la partie fil, surtout fil. Par contre, les acteurs qui valorisent la lisière, ça, on en a assez. Alors, la lisière, je veux bien pour le coup repréciser. La lisière, c'est une chute qui va être générée au niveau du tissage, dans les bords de l'étoffe. D'accord. Okay. Au niveau du tissage, en fait, sur les bords, en fait, on a un bord de fil de trame
et aussi quelques fils de chaîne qu'on est obligé de mettre, de générer comme chute. Et en fait, c'est un niveau de 4-3 cm par bord. Le textile, c'est technique et d'ailleurs, c'est bien pour ça que vous appelez Textera. On a bien compris, effectivement, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Merci en tout cas pour ces précisions. Alors, il y a plein de questions sur les fils, décidément, c'est incroyable. Les cônes plastiques sont-ils réemployés? Bon, a priori, vous disiez qu'ils partent plutôt en DIB. Et il y a juste un point, c'est que nous, on se focalise que sur chute textile. En fait, nous, ce qui nous intéresse dans le cône, c'est le fil qui est sur le cône. Après le cône, le cône. Il ne rentre pas dans notre scope. On est à 100% sur des gisements textiles, sous plusieurs formes, bien sûr. Autre question de Teresa de Oliveira. Est-ce que tous les industriels jettent leur chute ou certains ont-ils déjà mis en place des exutoires? C'est-à-dire qu'effectivement, est-ce qu'il vous est arrivé de trouver des industriels qui étaient déjà emparés de la problématique et déjà identifié des solutions? Oui, je dis que oui, il y a des industriels qui arrivent à valoriser à 100% et même qui sont plus ambitieux aujourd'hui et qui veulent faire une boucle fermée. Ça veut dire que leur matière, aujourd'hui, elle sert à une autre filière, mais ils veulent aller encore plus dans leur ambition, c'est que ça resserre que ça devienne une boucle fermée, que ça soit utilisé par l'industriel lui-même. Ça veut dire, au lieu de déchiqueter, de mettre des isolants, de produire avec un fil, il va l'utiliser lui-même. D'accord, donc il recrée lui-même sa propre matière. Exactement. Si vous voulez, il y a vraiment un niveau d'industriel qui est dans une ambition. Après, je ne vous cache pas qu'on parle des 10%, 20% des industriels. Les 80% d'industriels aujourd'hui, avant de voir les voies de valorisation, c'est la quantité, c'est qu'ils génèrent peu. Ouais. Ils génèrent peu et derrière, en fait, le fait de consolider pour aller voir le valorisateur, ça, c'était vraiment problématique. Il y a un point positif qu'on a remarqué. Il y a la volonté aujourd'hui des pouvoirs publics. Ça, on le voit. Quand on va voir les leaderships, les stratégiques, les patrons, ça se confirme. Et le plus que ça, aujourd'hui, c'est que quand on descend au terrain, les collaborateurs, les opérateurs, aujourd'hui, culturellement, ils sont de plus en plus sensibles. Pourquoi? Parce que c'est des citoyens et chez eux, en fait, ils commencent à trier. Et derrière, en fait, aujourd'hui, les opérateurs sont prêts à s'organiser. Et quand on échange avec eux, ils ont du mal. En fait, ils veulent faire quelque chose pour minimiser les chutes ou valoriser les chutes. Donc, c'est un point très positif, c'est que la volonté, elle est certes au niveau de la région, au niveau stratégique, mais même culturellement, on la voit dans les lignes de production. Il y a une question qui est posée, alors que je pose d'ailleurs de manière un peu globale, pas forcément Issa qui peut répondre, chacun peut apporter son éclairage. Avez-vous une répartition des stocks dormants ou des invendus de produits finis? Alors, c'est pas tant la question, désolé Louisa, Louisa Temal, effectivement à laquelle je vous proposerai de répondre, mais peut-être la question de la valeur qu'on attribue aux déchets. Parce que là, vous disiez tout à l'heure chez Butex, effectivement, vous achetez du coup la matière. Pour vous, c'est une matière première, effectivement. La question des stocks dormants, on a bien compris que c'était des produits inutilisés qui pourraient servir. À un moment, quelle est la valeur qu'on va donner? C'est-à-dire qu'un industriel qui doit se débarrasser, entre guillemets, des stocks dormants, est-ce qu'il ne ferait pas mieux de donner finalement sa matière parce que ça ne lui coûterait rien versus le fait de devoir lui trouver un exutoire, faire appel à un collecteur de déchets qui va lui coûter de l'argent? Aujourd'hui, le stock dormant ne part pas en destruction. Le stock dormant, il est acheté par des soldeurs qui vont venir acheter au kilo au minimum prix. D'accord. Et ça, pour l'industriel, déjà, c'est pas très valorisant. Déjà, il paie du coût du stock et derrière, ils s'en débarrassent. Ça part pas en DIV. C'est le stock dormant, la plupart du temps, c'est des soldeurs qui vont venir, qui vont acheter au kilo et après, le problème pour eux, premièrement, c'est le prix, il est vraiment rien. Ridicule, ouais. Et le deuxième point, c'est qu'il ne sait pas ce qui se passe derrière de sa matière. Oui. Et en fait, point de vue désirabilité client, c'est pas oui, si vous avez une marque qui termine effectivement bradée, c'est pas forcément d'accord. Il y a un autre point pourquoi de volonté, parce qu'aujourd'hui, en attaquant sa partie chute, en fait, on met notre doigt sur deux choses stratégiques. En fait, on décarbone.
Parce qu'en fait, aujourd'hui, sur les acteurs textiles sur la région qui ont mené leur empreinte carbone, le plus grand responsable de leur empreinte carbone, c'est la matière. Et du coup, en optimisant la matière, ben, finalement, on décarbone. Parce que la matière, aujourd'hui, c'est le premier responsable de l'empreinte carbone dans les filières textiles, aujourd'hui, sur l'échantillon qu'on a pu mener. Ce qui est logique parce que finalement, le fil, il est importé et en fait, on importe avec toute l'empreinte. Très bien. Autre question, cette fois de Juliette Higelin. Une fois l'étude terminée, les résultats seront-ils accessibles au grand public? Alors, c'est une bonne question. Je ne suis pas persuadé que le grand public se sente particulièrement visé. Alors, on a parlé de notre événement du 27 novembre, où là, donc, on a parlé des rendez-vous B2B, mais il y aura aussi une conférence le matin où on va restituer certains éléments de l'étude. Donc, ce sera plutôt des grandes masses, hein, comme l'a présenté Issam. Donc, on aura une restitution le 27 novembre et on imagine également une autre restitution l'année prochaine quand on aura davantage de données et aussi sûrement déployer ça aussi à l'échelle de la valorisation derrière, parce qu'on continue à œuvrer sur les deux, aspects. Ouais. Il y a des questions également qui nous sont posées concernant le tri des couleurs. Alors, c'est vrai qu'autant tout à l'heure sur le cotton wool, bon, on a vu un échantillon que je reprends et que je vous remontre. Effectivement, on voit bien qu'il y a des fils de différentes couleurs. Là, effectivement, il n'y a pas d'intérêt particulier à trier. Est-ce que néanmoins, ce sont des aspects que vous prenez en charge, qui sont considérés parce qu'ils ont une importance? Oui, l'une des informations qu'on collecte, qu'on caractérise, c'est à l'instant T, le gisement, il est comment? Est-ce qu'il y a un tri? Est-ce qu'il est pressé? En fait, il y a trois informations importantes. Parce que, en fait, ça ne vient pas de nous, mais ça vient des valorisateurs. Oui. Donc, est-ce qu'il y a un tri couleur, tri composition, donc, ou aucun tri? C'est quelles conditions? Est-ce qu'il est dans un sac, dans un carton? Est-ce que c'est pressé? Non. Et après, est-ce que c'est dans la benne ou pas? Donc, les conditions du gisement, quand on va venir, on va faire notre diag, on va prendre la photo à l'instant T en répondant aux trois questions sur les conditions. Quel tri? Couleur, composition, aucun. Ou comment il est conditionné? Carton, sac, benne directement. Des fois, c'est pressé. C'est très important parce que ça aussi, c'est une bonne pratique pour minimiser les coûts de transport et optimiser le transport, tout simplement. Ou ça part directement. Et troisième question, est-ce que ça part sur une benne ou c'est déjà valorisé ou pas? Effectivement, vous avez tout à fait raison de préciser cet aspect, puisqu'on a une question et une remarque, effectivement, de Styrène Lored. Si caractérisation des chutes, couleurs, fibres il y a, dans quel conteneur constater et quelle problématique d'emprise au sol? Donc, effectivement, on comprend bien, pour l'industriel producteur de ces déchets, l'importance de les compacter. Bien sûr. En fait, aujourd'hui, le DIB coûte pour l'industriel. Ça coûte en moyenne 250 jusqu'à 350 € par tonne en textile. Ça, c'est en moyenne. Il y a du textile compact et du textile non compact. Certes, en fait, en compactant, il va optimiser. En fait, on a détecté des acteurs qui ne trient pas, qui ne valorisent pas, qui jettent en DIB, mais ils compactent pour optimiser ce coût de DIB. Parce que finalement, le coût du DIB, on paie un volume et on ne paie pas un poids. Et donc, le fait de compacter, ça optimise un peu le coût. Très bien. Eh bien, merci d'avoir apporté ces éclairages à DIB, déchets industriels banals. Exactement. Voilà, donc la question est posée, donc je me permets d'y répondre à la volée. Alors, merci, je vous en prie, on est remercié en ligne, c'est toujours agréable. Malgré le fait qu'on soit en distanciel, on arrive à créer du lien, c'est vraiment bien. Merci à vous deux pour cet éclairage. Alors, vous le disiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, à la base, donc grand bassin textile, avec une spécificité notamment sur les techniques, sur les textiles techniques. Oui, mais en fait, tout acteur du textile, il est concerné. C'est pas que le j'entends bien. Technique. Mais je veux dire, effectivement, on a tout à l'heure entendu parler de polyester, polyamide, donc en gros des polymères. Donc on pense forcément molécules. Du coup, ça laisse la place au recyclage chimique. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du recyclage mécanique et le recyclage chimique est en train d'émerger. Et c'est le sujet sur lequel vous travaillez, vous, Juliette. Donc Juliette Jopitre, vous êtes chef de projet innovation chez Tectera, je le rappelle. Et donc vous y travaillez dans le cadre du projet Solstice. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Tout à fait. Bonjour à tous, à toutes en ligne. Donc le projet Solstice, c'est un projet sur les solutions 5R pour une économie circulaire textile.
Donc en effet, parmi ces solutions, on va retrouver des solutions de recyclage chimique. C'est une priorité de ce projet, mais pas que, parce que 5R, donc, il y a le réduire, réutiliser, réparer, revaloriser et recycler. Donc le recyclage, en effet, dans ce projet, il est envisagé par du recyclage chimique, mais ce projet il s'appuie aussi sur 4 territoires d'expérimentation. Et donc on a la chance de pouvoir travailler sur des expérimentations avec des territoires qui sont eux-mêmes très engagés dans l'économie circulaire. Donc le Grenoble Métropole, la ville de Berlin, la région de Catalogne et la ville de Prato en Italie. Vous évoquez les 5 R, à l'instar de 2 acronymes qu'on a utilisés. Je veux bien que vous les reprécisiez parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Certains connaissent le décret 3R. C'est ça. Alors, dans ce projet, on va à la fois travailler sur le R de recyclage, avec le recyclage chimique, mais on va travailler sur tous les R précédents, donc avec le refuser, réutiliser, réparer et revaloriser. En fait, en anglais, c'est le repurpose, du coup, qu'on peut traduire par revaloriser. En fait, là, on envisage de réutiliser avec un autre emploi le textile. Et donc, c'est l'intérêt d'avoir à la fois 4 territoires d'expérimentation qui vont vraiment travailler sur les gouvernances locales, comment engager les citoyens sur les échelles locales. Donc là, on va vraiment agir sur les stratégies de réduction, déjà de réduire la consommation, de réduire le déchet à la source, et ensuite de comment structurer ces chaînes de recyclage avec les 4 recyclages chimiques qui sont étudiés dans le projet. Et donc là, vous en êtes où de ce projet? C'est un projet très ambitieux qui est donc financé par la Commission européenne, qui va durer 42 mois. Et donc, il vient de commencer puisqu'il a commencé en mai 2024. D'accord, donc on est au tout début. Alors, vous travaillez avec des bassins. Je crois qu'on a en ligne Isabelle Vaillant, qui est donc de Grenoble-Alpes Métropole, qui participe pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ça? C'est ça. D'ailleurs, on peut dire quand même que parmi les 24 partenaires du projet, 8 sont localisés en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on a une grande une grande part des acteurs qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, c'est une chance de pouvoir tous travailler aussi ensemble localement et ensuite d'échanger avec les autres géographies, les autres territoires. Et en effet, donc, le territoire de Grenoble Métropole est un territoire d'expérimentation sur ce projet, au même titre que les 3 autres. Alors, Isabelle, vous nous entendez? Nous, par contre, il faut que vous allumiez votre micro. Et oui, moi je vous entends, vous aussi. Maintenant, on vous entend aussi. Par contre, on ne vous voit pas. Est-ce que vous pouvez activer votre caméra? Ce sera toujours plus agréable. Bon, après, sinon, ça fera en mode radio. Ça marche aussi. Vous m'entendez toujours? On a perdu Isabelle. Bon, alors du coup, en attendant peut-être qu'elle se reconnecte, elle a dû se tromper de bouton, se déconnecter plutôt que d'allumer sa vidéo. Quel est l'intérêt pour les collectivités locales de s'engager dans ce programme? Pour elles, c'est une manière de structurer leur stratégie de recyclage textile, c'est une manière de financer, de structurer et de partager aussi avec des pairs d'autres régions en Europe leur stratégie et les expérimentations locales. Donc là, c'est par exemple dans le cas de gamme, mais ça c'est Isabelle qui va mieux le préciser que moi, mais il y a vraiment des actions qui ont été envisagées dans leur feuille de route à l'échelle de la métropole. Je sais qu'ils ont envisagé un lieu pour faire de la réparation en plein centre de Grenoble. Donc ça, elle pourra en parler mieux que moi. Donc chaque métropole expérimente et également fournit du gisement pour la partie recyclage, qui est la dernière partie du projet, la partie la plus en aval du projet. Alors, les collectivités, elles sont effectivement obligées de favoriser l'économie circulaire, de traiter les déchets. Julie, ça a un rapport avec le PRPGD, le plan régional de gestion de déchets. Tout ce qui émane effectivement autour du textile, pour la région Rhône-Alpes, ça a un intérêt particulier justement pour cette maîtrise des différents flux. Alors oui, ça serait la région qui pourrait en parler mieux que moi, mais oui, il y a forcément un lien. Et puis après, comme je vous le disais, la région a défini différents schémas régionaux. Donc, vous avez un schéma régional qui est vraiment dédié à tout ce qui est développement économique, innovation,
internationalisation. Vous avez un autre schéma qui est dédié vraiment à la partie plus enseignement supérieur, recherche et innovation. Et en fait, c'est à travers ces différents schémas que la région va déployer sa politique sur ces thématiques-là, via ses filières d'excellence, via ses secteurs clés, etc. D'accord, donc ça redescend effectivement au sein des territoires. Et ça redescend au sein des territoires. Et c'est le cas notamment pour Grenoble-Alpes Métropole, parce que vous utilisiez tout à l'heure, Juliette, l'acronyme GAM. GAM, c'est donc Grenoble-Alpes Métropole. Ouais, c'est ça. Alors, pour revenir, le temps que Isabelle, sauf à ce qu'elle se soit reconnectée, on va l'appeler par ailleurs. On a une slide effectivement sur le projet Solstice que vous pouvez peut-être nous développer un petit peu parce que le recyclage chimique, donc en gros, si je comprends bien, l'objectif c'est de, entre guillemets, casser les molécules, en l'occurrence polyester, polyamide, etc., revenir au monomère pour derrière pouvoir refaire de la matière. C'est ça. Alors, dans ce projet, on va se focaliser sur 4 technologies de recyclage pour 4 matières différentes. Donc, le polyester, le polyamide, le polyuréthane et l'élastane. Et donc, ces 4, ce sont 4 startups, 4 startups qui sont donc chacune basées dans une des 4 régions qui vont donc développer ces démonstrateurs de recyclage. Et on sait bien que pour réussir à avoir les rendements nécessaires et la qualité nécessaire au recyclage, il faut en amont effectuer du surtri. Donc dans ce projet, il y a également un acteur du surtri, Pelinck, qui va travailler pour améliorer les performances de surtri. Donc on appelle surtri et automatisé tout ce qui va être d'un degré plus fin et plus automatisé, plus industriel, qui va permettre de répondre au cahier des charges de ces technologies de recyclage chimique. D'accord, donc c'est vraiment le surtri, c'est quelque part pousser le tri au maximum de ce que l'on peut techniquement et à un coût, j'imagine, raisonnable pour faire. C'est trouver le juste, alors c'est un équilibre à trouver entre le juste nécessaire pour réussir après à recycler chimiquement. D'accord. Alors, tout à l'heure, on parlait donc avec le cotton wool, le fait qu'il pouvait y avoir quand même un petit peu de mélange, effectivement. Là, comment est-ce qu'on fait quand on a concrètement des vêtements dans lesquels on a plusieurs types de fibres au niveau du recyclage chimique? Comment ça fonctionne finalement? Parce que j'imagine que si on met un vêtement dans lequel on a un peu de coton, de l'élastane, du polyamide, et qu'on met tout ça, on va dire, dans non pas un tube à essai, c'est peut-être un peu petit, mais dans un réacteur, etc., oui. Ça fonctionne pas, j'imagine. Alors ça, c'est vraiment l'expertise des 4 startups. En l'occurrence, dans le projet, il y a donc la startup Recycelic qui est basée dans le Rhône-Alpes. Mais là, l'objectif du projet, ça va être aussi de travailler, comme je disais, sur le surtri, donc de fournir un gisement le plus pur possible pour ensuite travailler sur le recyclage. Alors, je sais qu'en l'occurrence, je sais que les solutions comme celle de recycler permettent d'avoir des mélanges et ensuite de pouvoir n'extraire que le polyester, en l'occurrence. Mais là, l'enjeu du projet, c'est de filtrer en amont les matières via le tri automatisé. L'objectif, j'imagine, c'est de pouvoir trouver les meilleurs exutoires possibles à terme. Oui, c'est ça, oui, évidemment. Ouais. D'accord. Donc, dans l'industrie textile ou également dans l'industrie chimique, parce que quand on parle de monomère, on imagine que ça peut repartir dans une boucle de production, sachant que pour le coup, on n'en a peut-être pas parlé tout à l'heure, mais j'imagine que la chimie, c'est aussi l'une des thématiques dans lesquelles la région Aura s'illustre tout particulièrement. Alors, dans le cadre de ce projet, on parle plutôt d'économie circulaire pour la filière textile. Donc, dans le cadre de ce projet, on va s'en tenir aux boucles textiles. Par contre, évidemment, on peut envisager que les matières, une fois triées, une fois recyclées, peuvent aller sur d'autres filières. Il y a des ponts, en fait, entre la filière textile et la filière packaging et la filière d'autres filières polymères. Mais dans ce qui concerne ce projet Solstice, on va rester vraiment sur les boucles textiles. Alors, je crois qu'on a retrouvé Isabelle en ligne, mais avant qu'on lui donne la parole, on pourra avoir l'avis de GAM. Hein. On a des questions notamment donc, sur le polyamide, qui est apparemment une molécule qui intéresse. Comment connaître la liste des startups engagées sur le polyamide SVP? Un gisement de vêtements post-consumer, donc collant lingerie, peut-il intéresser Solstice? Alors, je peux vous partager, vous aurez déjà toutes les informations des partenaires du projet Solstice sur le site internet solsticeproject.eu. Je vais pouvoir vous mettre dans
dans le dans chat. le chat. Et vous trouverez l'acteur qui travaille en particulier sur le polyamide. Et alors, en ce qui concerne le projet Solstice, dans le cadre du projet Solstice, les gisements sont déjà, fléchés des territoires vers ces startups, mais évidemment, ça peut être intéressant de contacter la startup en question. Deuxième question, alors qui est plutôt une remarque d'ailleurs pour Recyclélite, que vous avez cité, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Le polyester recyclé peut être utilisé dans une filière textile, mais aussi dans la filière Voilà, plasturgie. c'est ça. Ouais, d'accord. Eh ben merci Marina donc, pour cette précision. Alors je le disais tout à l'heure, donc nous avons Isabelle qui a donc pu se reconnecter. Normalement, Isabelle, est-ce que vous nous entendez? Non, a priori pas. Bon, eh ben écoutez, c'est pas grave, comme quoi on a bien fait en tout cas d'être tous autour de la table aujourd'hui pour faciliter les échanges. Alors pendant que donc tous ceux qui nous écoutent peuvent continuer à poser les questions, moi j'ai noté au fur et à mesure de nos discussions différentes thématiques sur lesquelles j'aurais voulu qu'on revienne, notamment concernant l'acceptabilité, le fait de pouvoir recycler. Alors globalement, ça pose toujours une question d'acceptation, hein. Mais là, particulièrement, s'agissant des textiles, vous parliez tout à l'heure, Léa, des textiles qui ne sentent pas bons, qui ne sont pas lavés, qui viennent contaminer effectivement des containers entiers. Est-ce que les industriels, est-ce que ceux qui achètent les matières issues de la revente, hein, donc les textiles qui peuvent encore être valorisés, est-ce que, je serais tenté de dire de manière familiale, est-ce que tout le monde est OK aujourd'hui avec ça, aussi bien consommateurs qui réutilisent, qui donc dans une cadre d'un réemploi, via une nouvelle acquisition, une valorisation, un réemploi, oui, clairement. Et au niveau industriel, dans le cas de la réintégration au sein d'un process. Oui. Ah, on a retrouvé Isabelle. Oui, est-ce que vous Isabelle, m'entendez? est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. On ne vous voit pas, mais on va rester comme ça. Ce sera déjà très bien. Donc, écoutez, merci à vous d'avoir pu vous reconnecter. On était parti sur une autre question, mais on va revenir du coup sur le projet Solstice. C'est la matière dont vous y êtes associé, vous, en tant que Métropole, excusez-moi. Je confonds les collectivités. On n'a pas encore la mer à Grenoble. Non, effectivement. Avec le réchauffement climatique, on ne sait jamais, mais bon, vous avez encore un petit peu vous avez une marge de sécurité. Oui, on a encore les montagnes. Du coup, je suis désolée de ces gros problèmes de connexion ce matin. Pas de souci. Merci à Juliette, en tout cas, d'avoir pu présenter un petit peu la participation de Grenoble-Alpes Métropole. Du coup, pour vous dire, oui, que nous, en fait, je ne sais pas si vous m'entendez encore, le travail, en fait, il avait été lancé dès 2023 dans le cadre d'un plan d'action territorial accompagné justement par Tectera, où on avait essayé de travailler avec les acteurs du territoire, qui sont à la fois nombreux mais pas très structurés, et surtout notre particularisation acteurs industriels impliqués sur les activités de tri ou de surtri, ni de recyclage. Et pour nous, voilà, l'enjeu, c'était vraiment de travailler la consolidation de notre filière locale avec l'ensemble de ces acteurs, et notamment sur les activités de recyclage, de voir comment ils pouvaient prendre part dans cette filière sur, par exemple, de la préparation au recyclage. Voilà, entre autres, hein, c'est l'un de nos enjeux, mais également de mieux capter le gisement textile sur le territoire. Et puis, comme disait Juliette, ce qui nous intéresse, c'est vraiment une approche avec les 5 R. Et pour nous, au niveau de la prévention des déchets textiles, c'était aussi de travailler sur le mieux et le moins consommé. Voilà, et donc tout ça se traduit grâce
bien, à notre implication dans le projet Solstice. Du coup, on essaye d'adosser en fait ce plan d'action territoriale à ces opportunités d'aller plus loin avec Solstice, et notamment concrètement ce qu'on voudrait faire là sur les 2 années à venir. On voudrait tester des collectes innovantes dans des lieux où on n'a pas l'habitude d'aller. On voudrait expérimenter des espaces de vente, on va dire anti-fast fashion. Donc, effectivement, comme disait Juliette, voilà, en y mettant des ateliers de réparation, des ateliers de sensibilisation à toutes les conséquences de notre production et consommation de textiles. On voudrait aussi travailler sur les modèles économiques, et notamment, c'est ce que je disais, voir comment nos acteurs qui sont très ESS, très ancrés dans l'économie sociale et solidaire, peuvent aussi monter en compétences sur tous les chaînons en fait de cette filière textile. Voilà, et travailler enfin sur les comportements d'achat. Donc là, on est bien sûr aussi sur de la prévention, et donc en lien avec nos habitants pour voir aussi comment avancer sur cette problématique des déchets textiles. Alors effectivement, ça c'est intéressant. C'est un sujet qui est revenu régulièrement dans les 3 tables rondes consacrées donc à cette semaine. Comment est-ce qu'aujourd'hui on arrive à communiquer efficacement vis-à-vis des consommateurs finaux pour les inciter à la modération dans la consommation pour au final éviter d'avoir trop de déchets? Est-ce que vous avez des actions aujourd'hui que vous pourriez nous partager qui donnent un petit peu de concret sur ce qu'on peut faire? Alors Isabelle m'a pas entendu a priori. Alors, justement, en fait, c'est vraiment avec Solstice, là, l'idée, c'est d'avoir si. C'est bon, il y a juste un petit décalage, je crois. Vous m'entendez? Oui, ça y est, on vous entend. Donc, en fait, avec Solstice, là, ce qu'on souhaite faire, c'est d'expérimenter donc un espace de vente un peu nouvelle génération en hypercentre de Grenoble, où en fait, on souhaite vraiment sensibiliser les habitants aussi sur le moins consommé, et vraiment en leur proposant des ateliers aussi pour réparer, des ateliers de sensibilisation, voilà, réparer leurs chaussures, réparer leurs vêtements. Vraiment, on va essayer en fait de s'inscrire dans les parcours d'achat des consommateurs, et de s'insérer dedans pour venir les interpeller sur place. Très bien, merci Isabelle Vaillant pour cet éclairage effectivement sur le premier des 5 R, hein, donc on a bien compris. Mais merci à vous pour votre témoignage donc de Grenoble-Alpes Métropole, non pas Méditerranée. C'est effectivement, on n'y est pas encore, heureusement. Alors, je voulais revenir sur la question de l'acceptabilité avec vous, donc là, sur une question simple. Donc, ce produit qu'on a vu tout à l'heure, hein, qui est un isolant, est-ce qu'aujourd'hui, il vous arrive qu'on vous pose la question, mais en gros, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce que je ne vais pas retrouver des bactéries, des microbes, voire la transpiration de celui qui a porté le t-shirt ou le pantalon avant? Alors, nous, on n'est pas trop touchés par ces questions parce que déjà, on vend souvent par négociant, hein, donc on n'est pas en contact direct avec le client. Je pense que c'est plutôt la friperie peut-être pour la revente de crème qui serait concernée. Je ne sais pas, Virginie. Du coup, nous, on a un tri très sélectif pour la revente directe. Donc, tous les vêtements qui sont proposés à la vente sont d'une qualité convenable, on va dire. Et ensuite, sur la qualité du coton, il y a aussi tout le traitement mécanique en fait qui fait que ça enlève quelque part ça déstructure la matière, donc oui, voilà, quelque part on déstructure aussi la problématique. Oui, et puis surtout on a un contrôle qualité, on ne va pas hésiter à renvoyer des lots s'il y a de la terre, s'il y a des perturbateurs, si c'est mouillé. Donc ça on est très strict parce que forcément pour le bien-être déjà des opérateurs Butex et aussi des poseurs, on se doit d'éviter tout ça. Après, il y a une autre problématique qui des fois est posée, c'est la question des organismes vivants. Par exemple, on parle des mythes. Et non, rien de grave. Ça, des fois, on a la question, mais comme on n'utilise pas des fibres kératinées, donc pas de la laine, on n'a pas cette problématique. D'accord. Mais ça, des fois, c'est une question qui vient.
qui peut effectivement arriver. Alors, il y a une autre question, vous n'allez pas être contaminant. Lors des 2 précédentes tables rondes, on a beaucoup parlé des PFAS, notamment qui sont présents sur les tissus textiles, les textiles techniques. Qu'est-ce qu'il en est là encore aussi bien en matière de recyclage chimique? Est-ce que ça fait partie du scope des points qui sont visés par Solstice? Et est-ce que vous êtes posé la question au sein de Vitex? Oui, alors nous déjà, quand on certifie les produits, il y a des analyses de COV, comme tous les produits qui vont être distribués sur le milieu, sur le secteur bricolage. Donc ça, Alors, c'est COV, composés organiques volatiles. Voilà. Et après, justement, en se concentrant sur le coton et sur des systèmes mécaniques et des basses températures, on ne va pas développer de problématiques. Il y en a une, par exemple, sur tout ce qui est polyuréthane ou même les cuirs. Donc ça, c'est quelque chose qui est exempt du tri, donc qui est trié en amont chez Tremplin ou chez les trieurs. Par exemple, si nous, on mettait du cuir, même des petits morceaux, par exemple une ceinture qui est laissée sur un jean et qui passe en produit fini, là, c'est très problématique parce que le produit ceinture est chrome 4, donc non toxique. Et quand il va être chauffé dans le four chez Butex, il va passer en chrome 6, donc toxique. Donc en fait, nous, tout l'intérêt, c'est d'avoir des partenariats avec des trieurs qui respectent les cahiers des charges et d'être vigilants à ce niveau-là pour éviter les problématiques. On revient à cette logique de surtri ou de tri très qualitatif. Juliette, au niveau des contaminants type PFAS, là, est-ce que le recyclage chimique, ça permet quelque part d'évacuer le problème ou... Alors, je ne vais pas prononcer là-dessus. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans Solstice, il y a donc aussi une expérimentation sur la traçabilité avec une signature minérale des polymères. Et donc, grâce à cette traçabilité. Signature minérale des polymères. C'est ça, c'est donc l'université, c'est l'UCBL, donc un laboratoire au sein du CBL qui travaille là-dessus. Et donc, dans le but d'avoir une nouvelle manière de tracer les polymères, dans le but d'être aussi en phase avec le DPP, donc le produit de passeport digital. C'est beaucoup d'acronymes. C'est la fête à l'acronyme aujourd'hui. On est en fait avec des réglementations qui viennent de l'Europe, et donc le but de ce projet, c'est aussi de pouvoir répondre à ces réglementations qui arrivent de l'Europe. Et cette solution technologique, elle permet d'identifier vraiment les polymères et donc de pouvoir permettre aussi de connaître ce qui a été mis sur les textiles. Voilà. Ok. Il y a un autre aspect que j'aurais bien voulu qu'on explore ensemble. Alors peut-être avec vous, Virginie, pour commencer, c'est la question de l'emploi. Parce qu'on dit souvent que l'économie circulaire permet de créer des emplois qui ont cet avantage d'être non délocalisables. Alors vous disiez tout à l'heure, Tremplin, c'est 450 collaborateurs, donc quasiment une grande entreprise presque, puisque c'est le cap finalement de l'ETI PME, il passe à 500. Aujourd'hui, parmi ces 450 collaborateurs de l'association, combien se consacrent au recyclage et à la valorisation des déchets textiles? Alors, sur le pôle textile, on a 116 salariés, donc à peu près 20 encadrants, donc c'est un peu plus de 100 personnes qui sont en insertion, qui travaillent sur les différents pôles de la filière textile, donc du transport jusqu'au recyclage, en passant par les points de vente. Et là, le projet de vouloir donc traiter tout le gisement au niveau territorial permet de pouvoir développer en fait le travail et les compétences pour les salariés en insertion. Et on parlait du tri, donc du tri vraiment très spécifique qui est fait par Pélinck ou par des grosses sociétés. Mais en fait, nous, avec un modèle beaucoup plus artisanal, avec des spectromètres, par exemple, on travaille avec Recyclélite, eh bien, on peut avoir une qualité de gisement qui est vraiment très performante et donc qui permet aux salariés en insertion de monter en compétences, d'apprendre de nouveaux métiers, d'être plus compétents sur le tri. Et dans le cadre de ce projet, en fait, il faut aussi répondre à une massification, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire quand on a 30 kilos ici, 40 kilos ici, donc pour l'instant, on travaille sur le post-consumer, mais l'idée aussi d'augmenter la surface de tri, en fait, avec ce nouveau centre de tri qui devrait émerger bientôt sur la métropole de Lyon, eh bien, c'est de proposer aussi des solutions de massification, des compétences par rapport à de la création d'emploi pour des gens en insertion. Donc, en fait, on augmente aussi. En fait, pour Tremplin, c'est ça l'idée aussi, c'est d'augmenter des offres d'emploi pour des populations. Donner des opportunités à des personnes qui sont en difficulté. Voilà. Et donc, on augmente ce spectre par cette voie-là.
Eh bien, écoutez, merci à vous pour cet éclairage sur le potentiel de création d'emplois. On est arrivé au bout du temps qui nous était imparti. Donc, je vous propose de vous remercier toutes et tous d'avoir participé à cette table ronde. Vous également de nous avoir écoutés en ligne. Et puis donc, ainsi que toutes les autres tables rondes de cette série, elle sera donc disponible en replay, en VOD. Merci à vous toutes et tous. Et bonne journée. Merci.